Alors Christophe Cécile Garnier est journaliste pour le compte, donc je le disais, du média indépendant Street Press. La semaine dernière, il était au salon Millipol, en gros, le salon de la sûreté et de la sécurité des États. C'était à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Il y avait 30 000 visiteurs, 170 délégations. Je l'ai repompé dans ton papier, Christophe Cécile. Il y avait des technologies sécuritaires effrayantes à profusion. Tu en as tiré un article très intéressant que je vous invite tous à lire sur Street Press. Son titre, « Il n'y avait pas que Zemmour et son fusil sniper ». Top 5 des technologies flippantes vues à Millipol. Alors, Christophe, pas trop traumatisé ? Non, ça va, j'en ai vu d'autres, mais malheureusement, il y avait quand même un peu plus que 5 technologies flippantes, c'est un peu ça qui est dramatique. Non, oui, le salon Millipol, comme chaque année presque, vu que 2020 a été empêché par la pandémie, à chaque fois, c'est un peu l'hypermarché de la sécurité, comme l'appelle le journaliste Olivier Tesquet. Et oui, voilà, c'est une ambiance assez particulière, parce que notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit dès l'inauguration la sécurité est la première des libertés, c'est quelque chose qui fait flipper. Merci Monsieur le Préfet pour l'organisation de ce salon. Merci aux forces de l'ordre de leur démonstration et de leur innovation. Si j'ose dire, il n'y a plus qu'à attendre que le pouvoir politique aille aussi vite que les gendarmes et les policiers. Merci à nos partenaires industriels et commerciaux. On a besoin de vous. Vous faites partie de la communauté de la sécurité. Et merci encore une fois aux États étrangers et aux entreprises étrangères de venir ici travailler avec la France dans une sécurité en commun d'un monde plus sûr, de travailler avec la France et le Qatar pour que ce salon Millipol soit, comme à chaque fois, une réussite en termes de réussite économique, je l'espère pour chacune et chacun d'entre vous, d'innovation et de démonstration que la sécurité, c'est la première des libertés. Je vous remercie. Alors, on va commencer par faire une mise en bouche, admirer 2 images de Joujou exposées à Millipol. Premièrement, on va regarder, donc je pense que ça apparaît à l'écran, les robots patrouilleurs. C'est quoi le principe des robots patrouilleurs que tu as regardé, que tu as vu là-bas, que tu as observé là-bas avec un peu de crainte? Alors, en fait, il y en a 2, mais notamment un qui est donc assez imposant, qui fait 2 mètres, qui est donc produit par une entreprise qui s'appelle Global Robotics, mais commercialisé par une entreprise française qui s'appelle Scopex. Et en fait, donc, c'est un robot de 2 mètres de long avec 4 grosses roues équipé de caméras et qui en fait va servir à faire des trajets que pouvaient avant faire des agents de sécurité, mais pendant 12 heures, et des trajets donc très barbants autour de sites un peu sensibles comme des usines, des bases militaires, ce genre de choses. Et du coup, en fait, le robot a une sorte d'intelligence artificielle qui lui permet de faire la différence entre si la masse qu'il voit est un humain, une vache, un oiseau, un chien. Et donc, le but, c'est pas de rameuter la cavalerie pour un corgi en balade, par exemple. Donc, en fait, dès qu'il voit un humain, là, ça sonne l'alarme et du coup, ça empêcherait, par exemple, des cas pratiques, ça empêcherait des militants de Greenpeace, par exemple, d'arriver sur les toits des usines nucléaires, ce genre de choses. Et du coup, voilà, donc ça, c'est une technologie qui est en train d'être développée, qui est même en train d'être en phase de test final d'après les gens de Scopex. Et il y en aurait 2 qui seraient bientôt déployés quelque part en France notamment, mais on ne sait pas où évidemment, car tout ceci est très secret. Quelles peuvent être les utilisations problématiques de ce robot patrouilleur? On imagine peut-être qu'il peut empêcher le regroupement dans des ZAD, qu'il peut prendre des photos et finalement punir des personnes qui se trouvent à un endroit donné. Pourquoi il est flippant? C'est tout ce côté technopolicier en fait que tu cites. En fait c'est surtout qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Tout est en fait dans un peu l'imagination. Mais oui, il pourrait complètement prendre des photos de militants. Enfin, c'est quand même un robot qui va à 30 km/h, donc ce qui est quand même assez rapide. Quand on se fait percuter par une voiture qui va à 30 km/h, ça fait pas très plaisir. Et donc encore une fois, ça pourrait très bien être utilisé dans des opérations de maintien de l'ordre sur des ZAD avec des photos très rapides de militants ou ce genre de choses-là. Après, là, on est évidemment dans le théorique, mais c'est des choses comme ça qui font un peu flipper. Et son pendant, qui était le petit robot chien aussi, je ne sais pas si on a les images ou pas, mais qui sont très similaires à des chiens robots tueurs qu'on a pu voir dans des épisodes de Black Mirror. Donc c'est un peu tout ça ce que vend Millipol. C'est toute cet imaginaire techno-sécuritaire qui est pas très agréable pour l'avenir. Alors, on va regarder une deuxième innovation, c'est la tour de surveillance Mirador. À quoi elle servira cette tour de surveillance? À quoi elle servirait?
Alors, la tour de surveillance Mirador, là, pour le coup, on est sur... alors déjà, la présentation dans l'ambiance du salon était assez particulière parce que je ne sais pas pourquoi, mais il présentait ça avec la musique de donc, la série à succès de Netflix Squid Game ou le soufflement de Dark Vador. Donc, il y avait une vraie volonté d'intimider les gens. Et donc, c'est une sorte de tour de 4 mètres de haut avec 4 caméras dessus qui peuvent scanner jusqu'à 150 000 mètres carrés, voire repérer quelqu'un à 250 mètres. Donc là encore, la version avancée, c'est dit que c'est pour surveiller des usines, pour surveiller des chantiers, mais en fait le but aussi un peu avoué par ses créateurs, le président de la société qui s'appelle donc IP Mirador, et la tour en elle-même s'appelle Vigitracking. Et bien cette tour, cette vigie de la sécurité, en fait elle est faite aussi, elle a un aspect assez dissuasif pour notamment empêcher des occupations sauvages et illégales. Donc on imagine, encore une fois, pour des ZAD, ça pourrait énormément marcher. Est-ce qu'elle peut monitorer un rassemblement même légal? C'est-à-dire, je me mets là, peut-être à la place de la République ou à la place de la Bastille, et puis... Pourquoi pas? C'est des tours qui sont déplaçables très, très facilement. Donc il suffit juste de la mettre au milieu de la place de la Bastille ou de la place de la République, et il n'y aura aucun souci. Enfin, c'est pas des petites caméras, c'est pas des mauvaises caméras dont on parle, quoi. Tout est très détaillé. Et le mantra de la société, c'est prévenir les faits avant qu'ils ne se passent, quoi. Donc on est même dans Minority Report finalement. Alors, peux-tu nous parler d'autres innovations que tu as regardées là-bas et nous dire quel est le fil rouge de tout ça? Parce que, par exemple, tu as parlé d'armes qui visent pour vous, de reconnaissance faciale massive, etc. C'est quoi le... En fait, le fil rouge de Milipol, c'est c'est vraiment la technopolis, le complexe sécurité. Enfin, le nom du salon, c'est le salon de la sécurité intérieure des États, donc ce qui est une belle façon pour dire que c'est vraiment techno-sécuritaire. Et du coup, le mantra, c'est vraiment... Enfin, on y voit de tout. On y voit des armes, des grosses armes, on y voit toutes les armes du maintien de l'ordre, notamment, mais on peut aussi voir une Gatling, une mitrailleuse Gatling américaine. Enfin, donc, j'ai pas vraiment compris qui pourrait acheter ça, mais il y en a qui achètent. Il y a par exemple d'autres innovations. Il y a une entreprise développé par un ancien gendarme qui s'appelle Nexton, qui commercialise un gantelet électrique qui balancerait 400 000 volts sur sa cible. Ça, par exemple, l'ancien gendarme donc, qui l'a créé a dit qu'il l'avait vendu à plus de 30 entreprises durant le salon. Donc il y a quand même aussi des commandes. Est-ce que ce serait légal qu'une entreprise ait une arme, entre guillemets, de cette... Pour de la sécurité privée, après, ça, on est un peu dans l'application où ça, pour le coup, je m'y connais moins. Mais oui, ce serait possible pour de la sécurité privée. Il y a aussi la société Byrna, qui est donc une société sud-africaine qui s'est grandement développée aux États-Unis. Eux, ce qu'ils commercialisent, c'est des armes non létales. Et en fait, c'est des sortes de pistolets de paintball, donc qui vont balancer des billes qui explosent sur nous. Sauf que dans ces billes, il n'y a pas de la peinture, il y a du poivre, du gaz CS, donc le fameux gaz des lacrymogènes, du piment. Et en fait, Dixit, même un des commerciaux de cette société, ça enverrait, par exemple, si on est touché à l'épaule, on aurait l'impression d'être touché par une vraie balle, et donc notre premier réflexe va être de regarder, et là, tout le gaz poivre ou CS arrive dans nos yeux, et on est aveugle pendant 15 à 20 minutes. Donc on n'imagine pas les catastrophes que ça pourrait faire en manifestation, ça quand même. Et donc, Byrna, c'est pour l'instant équipe les forces de l'ordre au Chili, au Panama et à Hong Kong. On sait que ça a quand même été... les manifestations là-bas ont été très grandement réprimées. Et ils commencent à lorgner un peu le marché européen et puis évidemment français. Est-ce que justement on a quelques informations sur les contrats en cours, les innovations qui pourraient pratiquement arriver, les innovations entre guillemets, bien sûr, les innovations un peu morbides qui pourraient assez rapidement arriver en France et qui étaient exposés à Milipol? Clairement, je pense que Byrna, malheureusement, peut alors peut-être pas en France, parce qu'on a encore énormément de contrats au niveau des forces de l'ordre avec des entreprises comme Alcedex, qui d'ailleurs refusait l'entrée aux journalistes dans son stand. Une certaine vision de la liberté de la presse au sein même de notre pays qui est assez dérangeante. Et après, dans les entreprises qui peuvent arriver, le gantelet électrique de Nexton, les armes donc, de Byrna dont je parlais, il y a aussi évidemment la reconnaissance faciale. Le salon Milipol, c'est un énorme ticket de publicité pour la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises
qui souhaitent la développer, et notamment en France. Alors il y avait beaucoup d'autres entreprises aussi étrangères qui la développent déjà dans leur pays. Et donc les entreprises françaises, elles attendent en fait le go du législatif, attendent que la loi change en fait pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche. Et leur discours, c'est que la technologie marche, il n'y a aucun souci là-dessus, et qu'ils attendent juste la loi. Et qui, eux, le problème, c'est pas forcément toutes les thématiques liberticides que ça pourrait enclencher, la reconnaissance faciale. C'est plutôt, il faudrait pas trop tarder pour la lancer, parce que nos concurrents étrangers, et ils parlent notamment des Israéliens, sont déjà prêts. Et nous, si jamais on lance trop tard, par exemple, pour Paris 2024, on va rater le coche. Et c'est vrai que Paris 2024, c'est même il y avait Jeux Olympiques. Oui, pour les Jeux Olympiques, exactement. Il y avait une conférence où il y avait le préfet en charge de la coordination des JO 2024. Et le préfet a dit, mais en France, on a la chance d'avoir une filière industrielle avec qui on a des partenariats, et les JO sont un levier pour accélérer certaines technologies. Donc difficile de ne pas y voir la reconnaissance faciale, là, qui est presque avouée à demi-mot. Il y a aussi une technologie qui permet en gros de débloquer et d'entrer dans le téléphone d'une personne qui serait par exemple en garde à vue. Complètement, oui, ça on n'en a pas parlé dans l'article que tu citais sur notre top 5, mais on en avait parlé avant. En fait, ça, les premières indications datent du Millipol 2019, et en fait on parle de la société israélienne Cellebrite. Cellebrite, donc en fait qu'est-ce que c'est ? C'est une société israélienne qui commercialise un kiosque, ils appellent ça comme ça, et qui en fait est une sorte de petite unité centrale d'ordinateur. Vraiment, moi je l'avais vu et je n'y vois aucune différence. Et en fait, on va brancher un téléphone dessus, et toutes les données du téléphone vont être en fait aspirées. Ça va permettre en fait derrière eux, avec leur kiosque, de faire des recherches avec des mots-clés, par exemple manif, black bloc, ce genre de choses qu'ils pourraient chercher. Et donc, au départ, en 2019, c'était présenté. Et on disait que c'était en test dans le nord de la France, notamment à Coquelles, pour les passeurs avec les migrants, pour le passage en Angleterre. Et maintenant, c'est en train d'être développé. Il y en a entre 150 à 200 dans les commissariats français. Et à Paris, notamment, Cellebrite est en train de discuter avec la préfecture de police pour pouvoir en équiper ses commissariats. Donc là, on est vraiment en plein dedans, quoi. C'est réjouissant. Alors, on a l'impression que ces technologies redessinent le rapport de force justement entre le citoyen et le pouvoir, parce que, en gros, notre problème, ce n'est pas d'empêcher la police de mettre la main sur des brigands ou des trafiquants de drogue, mais très clairement, on a l'impression que ces technologies tendent à rendre quasi impossible la contestation politique. Et est-ce que c'est pas ça justement qui différencie les technologies numériques de la technopolice de la police ordinaire des armes classiques ? Oui, si, complètement. C'est fait pour annihiler toute résistance. Après, c'est très, ça peut paraître lointain, ça peut paraître très dystopique. On se dit non, mais là, c'est juste dans Black Mirror, on n'est pas en Chine. Mais il n'empêche que, on n'est pas si loin que ça en fait d'être au niveau du crédit social à la chinoise ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, on est vraiment juste à côté, quoi. Donc on critique beaucoup la Chine pour dire, voilà, là-bas, c'est vraiment la technopolis, il n'y a aucune liberté et tout. Mais il n'empêche que ces technologies-là, elles vont finir par arriver chez nous, et c'est le but de Millipol, de ce salon. Et c'est vrai qu'à terme, pour les libertés publiques, ça risque d'être très compliqué, en fait, et on risque d'en abandonner encore plus sans même s'en rendre compte, parce que tout ça est progressif. En tout cas, de facto, on se rend compte que le gouvernement insiste pour ramener, après donc, le rejet de certaines dispositions de la loi de sécurité globale, ramener la question des drones, notamment avec une loi qu'on appelle la loi Drone 2, dont on va parler d'ailleurs demain dans la matinale du Média. Et la loi Drone 2 qui finalement vise à faire admettre justement à faire introduire une législation dans laquelle il y aura le droit de filmer les manifestants, de filmer les Français, les populations un peu tout le temps et partout. Complètement. Et en fait, parler des drones est une très bonne illustration en fait de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que les drones ont été pendant très longtemps utilisés donc par la préfecture de police de Paris, notamment sur les manifestations, et parce qu'il y avait un creux juridique en fait. On savait pas si jamais on pouvait les utiliser ou pas. Et après quelques années d'utilisation, le Conseil d'État a finalement tranché, a dit que non, c'était pas possible. Et du coup là, les drones de la préfecture de police de Paris sont cloués au sol. C'est marrant parce qu'on pouvait discuter avec les piloteurs de drones à Millipol, qui sont au chômage technique depuis cette décision-là. Mais ça montre bien aussi où se situe la technopolis.
elle se met dans les interstices qui sont pour l'instant pas couverts par les États parce que les nouvelles technologies, par définition, sont nouvelles et donc en fait ça amène des usages nouveaux. Et du coup, derrière le législatif en fait rattrape son retard, mais d'une mauvaise façon. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bon ben voilà, ça on va garder ça interdit, ou peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles ça devrait rester interdit, on réfléchit pas du tout, on dit bah voilà, les drones ils sont là, on les a achetés, donc trouvons un moyen en fait de les utiliser. Et donc ça amène cette loi drone 2, tout comme ça va amener une loi sur la reconnaissance faciale, pour l'instant qui est un peu le garde-fou qu'on essaie, enfin qui est vraiment le point où il y a le plus de résistance, mais tout ça malheureusement va finir par céder. Voilà des sujets sur lesquels les candidats à l'élection présidentielle pourraient donner leur opinion, évoquer leur projet, au lieu de parler tout le temps d'identité et d'immigration. Merci Christophe Cécile Garnier. Je rappelle que tu es journaliste pour le compte du média indépendant Street Press, et je rappelle que Street Press est un média libre d'accès qui vit notamment des dons de ce qu'il aime, comme le média, et donc vous pouvez faire un tour sur Street Press et aussi leur faire des dons mensualisés ou un don ordinaire. La presse indépendante a besoin de vous pour se développer et pour survivre, pour s'affirmer comme un contre-pouvoir finalement aux médias des milliardaires. Voilà, la contre-matinale de ce lundi, c'est terminé. Pour continuer à la faire vivre après le direct, partagez le lien, faites des petits pouces bleus, activez la cloche, et si vous le pouvez, faites-nous un don, comme je le disais, sur OKPAL, un don défiscalisé, mensualisé ou pas. Abonnez-vous et rejoignez la coopérative Le Média. Vous pouvez aussi le faire en allant sur lemediatv.fr/soutien. Revenez ce soir à 19h pour regarder la nouvelle édition de l'Instant Porcher, notre émission économique hebdomadaire avec Thomas Porcher et Tania Kadour-Sekiu. Aujourd'hui, ils parlent notamment de la fameuse indemnité inflation ou chèque carburant. Et donc, vous allez regarder, c'est très intéressant. Quant à moi, je vous dis à demain pour la contre-matinale, 7h, comme tous les jours de lundi au vendredi. Bye.